Bonjour. Alors, je sais qu'on a une tradition, enfin une tradition, oui, une tradition plutôt musicale et tout. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles, c'est que je ne vais pas jouer de guitare et je ne vais pas chanter. Parce que, voilà. Ouais, non, non, il vaut mieux. Alors, le talk de ce soir, c'est un truc que j'ai fait, ça fait un petit moment que ça traîne parce que j'empilais des choses que je voulais tester pour plus tard. Et puis, j'ai trouvé des trucs rigolos. Il y a 3 semaines de ça, j'ai banané un appel à témoins sur Twitter en disant: vous faites des trucs chelous avec des lambdas, ça m'intéresse. J'ai eu quelques réponses, on va voir. Mais il n'y a pas que du chelou, il n'y a pas beaucoup de chevrons qui piquent, donc normalement ça devrait presque être un talk normal. Alors, de quoi on va parler? Bonne question. De quoi on va parler? On va parler un peu des lambda fonctions. Je vais faire un turbo rappel rapido parce que je pense que, enfin, qui connaît pas les lambda fonctions ou les fonctions anonymes? Levez la main. C'est intimidant. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des lambda fonctions? Oui, c'est bien. Bon, parfait. Donc je vais repasser rapidement, au moins au début, je vais parler surtout des nouveautés 14, 17 et 20. Alors 14 aussi, parce qu'en fait je me suis aperçu qu'il y avait des trucs dedans, je ne savais même pas que c'était déjà là, donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'y revenir. Et puis on va faire des trucs rigolos avec. Bon, les gens qui viennent régulièrement savent un peu qu'est-ce que j'entends par rigolo. Les autres, ben, vous allez découvrir. On va faire plusieurs trucs, des choses que j'appelle des pseudo-fonctions, un truc qui est récurrent qu'on appelle le IIFE, on verra ce que c'est. On va faire des trucs avec de la récursion, des itérations rigolotes. Et puis, comme ça fait à peu près 6 mois que je vais pas parler de tuples bizarroïdes, on va parler de tuples bizarroïdes. Alors, de quoi on va partir? Alors, un truc que j'ai récupéré sur ma timeline Twitter. Donc Benny Burn qui dit Léonard de Vinci il était vachement connu parce qu'il écrivait à l'envers, il était gaucher puis il écrivait à l'envers en miroir. Pour ça les gens ne pouvaient pas lire ce qu'il écrivait et on ne pouvait pas lui piquer ses idées. Et moi je fais pareil, je mets des lambda C++ partout et du coup les gens ne comprennent pas ce que je fais. C'est à peu près l'état d'esprit dans lequel on va faire ce talk. Alors, les lambda fonctions, qu'est-ce que c'est quoi? Alors, il fut un temps où c'était pas glop. On avait besoin, dans plusieurs contextes, surtout lorsqu'on voulait faire des choses avec des algorithmes de la STL, de devoir écrire des objets qui devaient se comporter comme des fonctions parce qu'on ne pouvait pas passer une fonction comme on voulait, ou elle ne faisait pas exactement ce qu'on voulait, il fallait la wrapper, faire des trucs. Et donc la stratégie classique à l'époque, c'était de dire je fais une structure, je lui donne une surcharge de l'opérateur parenthèse avec les arguments qui vont bien et je vais passer à mon algorithme, alors j'ai pris std for each, mais c'est valide pour tous les autres, une instance, d'accord, souvent temporaire, de cet objet fonction. Et for each, lui, comme tous les algos de la STL, il y a une approche très, berrichonne de qu'est-ce que c'est qu'une fonction. J'ai un symbole f, si je peux lui coller des parenthèses derrière, ça me suffit, c'est une fonction, ça tombe bien, je peux coller des parenthèses derrière n'importe quelle instance de print, et ça va printer. Alors, plusieurs choses, pourquoi on avait besoin de ça? Un des use cases, c'était que des fois, on avait besoin d'avoir un état non trivial dans la structure et on ne pouvait pas juste, parce qu'on était des gens bien, le mettre comme une variable statique à l'intérieur de la fonction. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Ou bien, plus subtil, on ne pouvait pas passer un pointeur de fonction vers un truc qui était en fait un template de fonction. Donc, la stratégie était d'avoir une structure non template qui pouvait s'instancier de manière triviale, à laquelle on adossait un opérateur parenthèse qui était un membre template, lui, et qui prenait la généricité en parcours. Ça marchait bien, c'était cool, par contre c'est juste atroce à écrire, surtout quand il y en a besoin de partout. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on avait tendance à en avoir vraiment partout. Et il y a ce que j'appelle le syndrome du tennis elbow, c'est qu'on passe notre temps à faire ça dans le code source. Et vous passez l'algo, la structure, et à la fin de la journée, vous avez un torticolis. Ce que les professionnels appellent un problème de localité du code. C'est-à-dire que lorsque vous regardez ce qui se passe ici, vous ne savez pas ce qui se passe, il faut aller chercher ce truc-là et remonter. Alors des fois ça va, c'est au-dessus ou c'est en haut du fichier, mais des fois c'est ailleurs, il faut ouvrir un autre fichier, il faut suivre, il faut machiner, il faut faire CTRL-X, J, K, V, W dans Visual Studio pour sauter dans le bon fichier, etc. Donc c'est un peu un problème parce qu'on a envie, ça c'est le cerveau, quand on réfléchit à quelque chose, c'est un peu tout à l'heure ce que disait
On disait à l'heure l'effet tunnel, on est un effet tunnel, c'est-à-dire qu'on est sur un truc et on n'a pas envie de devoir papillonner ailleurs. Alors en C++11, on s'est dit, ça ne va pas du tout, il faut changer ça, et on a mis au point, les gens du standard ont mis au point quelque chose qu'on appelle les fonctions anonymes, ou les lambda fonctions, les clausures, etc., etc., il y a plein de noms. L'idée, c'est d'avoir un raccourci syntaxique pour dire, tu sais quoi, cher compilateur, là je vais te coller une fonction, tu la prends, tu dis rien, et tu fais comme si c'était normal. C'est l'équivalent, alors j'aime pas trop le terme, mais c'est un bonne image mentale, c'est une espèce de fonction temporaire. J'ai écrit une fonction, elle est là, elle ne servira pas ailleurs, donc je l'écris, je la construis, je la génère à un moment où j'en ai besoin. Bon, un exemple simple ici, donc j'ai mon for each de tout à l'heure, j'ai un truc, c'est une fonction, comment je sais que c'est une fonction? Ben parce que de loin, quand je plisse les yeux, ça ressemble à une fonction, il y a des parenthèses avec des choses dedans, il y a des accolades, ça doit être une fonction. On reviendra sur les détails après. Et ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend tous les éléments dans X et il affiche n fois i. Alors i, ça va être quoi? Ben, on sent bien que ça va être l'integer qui sort de l'itération entre xBegin et xEnd. Et le n, alors le n il est bizarre, il est là, mais il n'est pas dans les arguments, il est là, puis il ressemble à celui-là. Et ce bracket droit là, ce crochet droit, c'est ce qu'on appelle un environnement de capture. C'est un endroit où on va dire, tu sais quoi, pour fonctionner, tu vas avoir besoin d'éléments qui ne sont pas tes arguments. Voilà comment tu vas les prendre, et voilà d'où ils viennent. Donc là, ce qu'on est en train de dire, il y a plein de variantes, on verra tout à l'heure, mais en gros, lorsque je construis cet objet qui ressemble à une fonction, je vais copier la valeur de n dedans, et je vais m'en servir plus tard. On a les mêmes performances qu'avant, voire des fois mieux, parce que comme le code est directement là, le inliner fait un peu de zèle. C'est anecdotique, mais ça arrive. Et on a une localité qui est bien meilleure, parce que cette ligne-là, elle est autocontenue. Il y a tout ce que je veux pour savoir ce que fait ce statement. Pour chaque machin en X, j'affiche n fois i. Ok, c'est bon, pas de torticolis. Par contre, on avait une API un peu limitée, comme pas mal de fonctionnalités en C++11. On a été, alors si on était optimiste, on va dire qu'on était prudent. Si on était un petit peu moins optimiste, on va dire qu'on était un petit peu frileux. On a limité à volonté ce qu'on voulait faire avec. Pourquoi je ne peux pas avoir une lambda avec des paramètres template? Pourquoi je suis obligé d'avoir ce bitonio qui fait des trucs pour capturer les variables? Là, elle est assez simple parce qu'elle ne fait rien, quasiment, la lambda. Si vous aviez un truc compliqué, que le return renvoyait une valeur dont le type n'était pas trivial, il fallait faire un truc moche de la forme flèche, le type de retour. Pourquoi j'ai besoin de faire ça alors que les fonctions, je n'ai pas besoin? Donc il y a eu un travail entre C++11 et 14 sur faire en sorte que, on va dire, la user experience des lambda au jour le jour soit un peu mieux. Donc il y a eu des améliorations. Il y en a eu plein. Alors déjà, on a dit que en fait, on s'en foutait, les arguments des fonctions, ça pouvait être des templates, mais on s'est dit, on va peut-être pas demander aux gens d'écrire crochet droit, chevron, type name, machin, parenthèse, accolade, etc. Donc on va leur trouver une espèce de raccourci, parce que 99% du temps, le nom du type du paramètre template, je m'en moque, moi ce que je veux, c'est une valeur générique. Donc on a recyclé notre champion du recyclage, qui est Auto, pour dire, cette lambda, elle prend un paramètre, c'est n'importe quel type. Et puis, elles peuvent être variadiques aussi, les lambda. On peut faire auto 3 petits points si on a envie. Le type de retour devient complètement facultatif. D'accord? Donc, je peux écrire des lambda aussi compliqués que je veux. Le compilateur se débrouille pour savoir ce que c'est. Par contre, on a toujours le droit de le mettre si on en a besoin. On verra qu'il y a des cas où ça nous aide. Elles sont no except par défaut. Alors, j'ai trouvé ça dans le standard et tout à l'heure on en a discuté. Et je pense que je n'ai pas compris ce qui est marqué dans le standard. Je pense qu'elles sont no except de no except leur body. Sinon je ne vois pas comment ça peut marcher. Elles sont convertibles en pointeurs de fonction si et seulement si elles n'ont pas d'état, c'est-à-dire que leur environnement de capture est vide. Ça, c'est une grosse astuce parce que ça nous permet de passer des pointeurs de fonction à des fonctions bas niveau en C qui viennent de je ne sais où sans avoir à faire une fonction. On passe une lambda et c'est parti. Et on peut, à partir de C++14, renommer les captures. C'est ce que je fais ici, par exemple. Je dis que je capture une référence R qui est en fait vaut x. Donc en fait, je capture x par référence, mais à l'intérieur de la lambda, elle s'appelle R. Donc partout où je vois R, c'est une référence vers x. Et je capture x comme valant x plus 1. Alors ça c'est pareil, ne faites pas ça chez vous les enfants. Ou alors faites-le, mais discrètement. Ce x-là est bien entendu celui de l'extérieur, le x qui est là est bien entendu, excusez-moi, celui de l'intérieur.
mais ce n'est pas bien différent de ce qu'on fait avec une fonction qui prendrait un paramètre A par valeur et qui ferait un truc qui passe à valeur A. Il y a une question dans le public. Ben, j'ai lu ça ce matin quand j'ai corrigé ce slide. Il y a marqué, ouais, les lambdas sont no except à partir de C++14. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si je fais une lambda qui fait throw un truc? Elle ne peut pas être no except. J'ai envie qu'il y ait throw, je n'ai pas envie qu'il y ait terminate. Donc je pense que l'interprétation que j'en ai est incorrecte, je vous regarderai tout à l'heure, et je pense que ça doit faire un truc du genre, je suis aussi no except que les statements de mon code sont no except. Le fameux no except de expression. Bon, voilà, ça me paraît chelou. Alors, c'est pareil, ça marche bien, et pendant très longtemps, c'était plutôt pas mal satisfaisant. Alors, je reviendrai tout à l'heure, juste avant la deuxième partie, sur ces trucs-là. On va regarder avec un outil rigolo, qu'est-ce qui se passe derrière le compilo. On verra que le compilo, c'est comme Houdini, il ne fait pas de la vraie magie, il triche. Donc, pendant très longtemps, on s'amusait comme des petits fous avec les lambda C++14, et il y a des choses qui manquaient. Et on va voir qu'on va commencer à raffiner. C++17 nous amène des choses rigolotes, mais moins que C++14. En fait, maintenant, les lambdas, elles sont const-expert. Donc, je peux les appeler dans un contexte const-expert. Je fais une lambda, ça calcule factoriel de n, et puis je l'appelle ici, dans le contexte const-expert du paramètre de stdarray. On peut le marquer, on peut mettre const-expert ici si on veut. Il y a des gens qui le font pour bien expliquer que c'est ce qu'on attend. Mais en fait, elles le sont par défaut. C'est plutôt pas mal. L'autre truc aussi, c'est que, là, je n'ai pas mis d'exemple parce que c'était long, ça ne rentrait pas dans le post-it. Il y a des gens qui font des structures, des classes, qui ont des fonctions membres, qui font des trucs, et dont le type de retour est une lambda. Et ils renvoient une lambda, et cette lambda, elle a la mauvaise idée de... Enfin, la mauvaise idée. Elle a l'idée, pas très bonne, de capturer this. Mais pas le pointeur, la référence, étoile this. Et avant C++17, si vous faisiez crochet étoile this, un truc, return machin, et que le étoile this que vous capturiez avait la mauvaise idée d'être le étoile this d'un objet temporaire, ça se passait mal. Maintenant, à partir de C++17, enfin, en C++14, il y avait une astuce avec le renommage des captures, mais qui n'était pas clair. À partir de C++17, quand vous capturez étoile this, ça fait exactement ce que vous pensez dans tous les cas, et il n'y a plus de danger. Bon, et puis, oui. Tu dis qu'elles sont const-expert par défaut. On peut dire qu'elle ne l'est pas? Je ne pense pas. D'accord, c'est plus que par défaut. Ben, elles sont const-expert. Enfin, sans que tu n'aies rien à écrire, elles sont const-expert. Ah ben il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'elles le sont par défaut du coup. Mais on verra après, plus tard, juste le slide d'après, qu'on a besoin d'avoir un truc qui disait là, tu as le droit d'écrire quelque chose pour modifier ce que fait ta lambda, parce qu'on va s'en servir pour autre chose. Et en C++20, il y a 2-3 petits trucs qui débarquent. Alors en fait, on s'est dit que ça serait quand même pas mal si les lambda templates, on pouvait mettre que c'était des templates. Parce qu'on s'est dit, on est à 2 cm d'avoir un objet C++ dans lequel je peux mettre tous les marqueurs qui s'ouvrent et qui se ferment simultanément. Hein, crochet droit, accolade, voilà, donc c'est fait. Alors j'ai essayé de faire un truc ce matin, mais ça ne marche pas, je ne peux pas écrire crochet vide, chevron vide, parenthèse vide, accolade vide, ça ne marche pas. Ça aurait été rigolo sinon. Pourquoi on a fait ça? Parce que souvent, en fait, quand le paramètre était auto et que j'avais besoin du type du paramètre, il fallait faire une danse du ventre à base de je deck le type le machin. Puis alors des fois, on se trompait. Ah oui, il faut faire std de t du deck le val du truc parce que ce que je veux, c'est la valeur et pas la référence, etc. etc. C'était sur une échelle de 0 à casse-couille, c'était casse-couille. Donc, C++20 réinjecte ça. Et ça a un effet de bord intéressant, on va le voir tout de suite après. C'est qu'en fait, je casse un peu la magie, mais que fait le compilateur quand il tombe là-dessus? Il génère lui-même une structure avec un opérateur parenthèse. Et il y a des moments où on a envie de pouvoir dire, je prends un paramètre dans une fonction, je sais que c'est une lambda, je le prends et je fais point opérateur parenthèse d'un truc. Et ça nous permet d'avoir plus de use case. On va pouvoir faire point opérateur, un truc template, pour écrire du code qui est beaucoup plus condensé, beaucoup plus facile à maintenir. Et comme on est des const-expert, C++20 a introduit un nouveau truc qui s'appelle const-eval. Alors const-expert, les gens étaient contents, on pouvait appeler des vraies fonctions dans des contextes où on attendait des constantes, mais ils n'étaient pas super contents parce qu'on n'avait pas de moyen d'être sûr que la seule chose qui se passait, c'est que cette fonction était forcément appelée à la compilation. C'est ce que fait const-eval. Const-eval, ça vous permet de définir une fonction dont vous garantissez que l'exécution se passe à la compilation.
Et donc maintenant, on peut écrire des lambdas avec consteval derrière, et elles seront elles-mêmes consteval. Bon. J'ai pas encore fait trop mumuse avec ça. Il y a une implémentation. Je suis même pas. Si GCC Trunk le fait. Et alors du coup, quand on commence à dire c'est bon sur GCC Trunk et pas ailleurs, vous voyez ce que ça implique. Si tu fais une fonction fou normale et une fonction fou consteval, pas bon. Bonne question, Non. mais je pense pas. En fait, normalement, dans le meilleur des mondes, je ne sais pas où en est cette proposal, il devrait y avoir un truc qui te permet d'écrire, j'ai créé une fonction, elle est constexpr, et dedans tu fais un if constexpr pour savoir si tu es is constexpr evaluated et tu choisis. Elle est passée ou elle n'est pas passée? C'est rentré avant, bon, donc c'est bon. Donc en fait, tu fais ça. Ou constant evaluated, voilà, c'est ça. Elle avait un nom à la... L'utilisation est vraiment... Mais tu veux pas faire ça en fait. Dans la vraie vie, t'as pas envie. Hein. T'as pas envie. Ça fait partie des choses où tu peux le faire, c'est marqué dans le standard, mais si tu veux conserver une once de, comment on dit, de santé mentale et la santé mentale de tes collaborateurs, c'est plutôt bien de ne pas le faire. Bon, passons. Alors, on va regarder un petit truc. Alors, c'est un outil que j'ai découvert récemment, parce que dans la série, j'arrive après la guerre et on ne m'avait pas dit. Alors, ça marche ça? Alors, qui connaît ce truc qui est écrit trop petit? C++ Insights. Qui a déjà entendu parler, joué avec? Voilà. Contrôle plus pour agrandir. Alors, est-ce que contrôle, c'est contrôle, Fred? Ou Et plus, c'est plus. Et la technologie, c'est de la balle. Alors, qu'est-ce que ça fait? D'un côté, vous mettez du C++, vous appuyez sur le bouton magique. Alors, c'est pas aussi automatique que Godbolt. J'ai appuyé là ou pas? Oui. Et en fait, ça mange votre C++ et ça vous dit, en fait, voilà ce que voit le compilateur avant de faire son travail. C'est plutôt pas mal quand vous jouez avec les lambdas, les templates, etc. Parce que ça vous permet de vérifier pourquoi mon code ne marche pas. Ah ben oui, parce que je pensais qu'il instanciait fou de trucs, et en fait, il instancie fou de trucs ref. Ou ce genre de blagounette. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais une lambda? Alors, motivé. Et vous pouvez choisir d'ailleurs la saveur de C++ ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? stdio, on s'en bat les becs. Voilà. Main aussi, en fait. Voilà. Alors, c'est en QWERTY, c'est en QWERTY. Non, non, mais je ne vais pas m'amuser. Voilà. C'est ça ou Dvorak, donc je vais prendre QWERTY. J'aime bien faire des talks à la one again comme ça, mais là c'est le niveau du dessus, c'est qu'en plus le clavier, je ne sais pas comment il marche, c'est formidable. J'ai découvert sur Twitter hier qu'il y a des tonnes de gens dans la sphère C++ qui ont leur propre layout qu'ils ont créé eux-mêmes. Et est-ce qu'ils en sont fiers? C'est pas mal. C'est standard. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ils en parlent pas. Ils en ont parlé sur Twitter. Les parenthèses, c'est où en QWERTY? 9-0. Ah bah oui, évidemment. Ah oui, oui. I got this. Non. Et là, à partir de là, c'est copier-coller. Bon. Alors. Mais d'habitude, je sais ce que je fais. Alors, imaginons que j'écrive une lambda ridicule comme celle-ci. Elle est vraiment ridicule parce qu'elle ne va pas compiler. Et je compile. Et qu'est-ce qui me fait? Est-ce que ça bouge pas, ça? Alors, je vais dézoomer un poil parce que sinon, c'est pas... Il est où le moins? Regarde, tu vois la loupe dans la barre en haut à droite? Ouais, tu peux dézoomer avec les. C'est exactement Comme un iPhone. On va faire ça, on va faire ça. Joël, tu peux faire comme un iPhone. Non, mais les boutons, c'est bien. Voilà. Je suis old school, moi, monsieur. Alors, voilà ce qui se passe quand j'écris ma petite lambda n. Que fait le compilo? Il génère une classe qui s'appelle whatever. Il génère un truc aléatoire. Alors, pas vraiment. GCC fait un truc à base de underscore lambda, le numéro de la lambda dans l'ordre où ils sont faits, un truc qui dépend du nom de fichier, de la fonction, etc. Donc c'est un truc plus ou moins unique. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le nom du symbole varie. Clang fait pareil. Et pour le coup, Visual Studio a eu l'idée du siècle. C'est qu'en gros, il génère une espèce de GUID de 32 caractères. Et quel que soit l'endroit, la complexité, le nesting des lambdas, le symbole fait toujours la même taille. Ça, c'est bien. On y reviendra. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, vous voyez, ça me fait un truc qui me dit, comment ça s'appelle? J'ai une classe qui a un opérateur parenthèse, elle prend un int, elle renvoie un int, parce que je renvoie i, elle est inline, parce que là,
Et j'ai un opérateur de conversion vers int, pointeur de fonction de int, parce que j'ai pas d'état. Et qu'est-ce que ça fait? Ça renvoie invoke, et invoke, en gros, c'est la fonction qui fait le même boulot que ce que fait la lambda, sauf qu'elle est dans une fonction statique, parce que du coup, je peux la convertir. Et B. Ouais. En fait, il y a un truc sur ce outil que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'il va pas te dumper. Enfin, t'as envie, par exemple, qu'ils disent, bah, tiens, j'ai pris Clang, j'ai instancié les machins, et te dump TSC, c'est ça? En fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Là, il nettoie, en fait. Il fait ça, puis après, il nettoie pour que ça ressemble à du code si tu l'avais écrit à la même. L'objectif, c'est que ça soit humainement compréhensible par un codeur. En fait, c'est juste qu'il, du coup, c'est des trucs qu'il a créé. Pour moi, c'est écrit en dur. C'est-à-dire qu'il dit, la lambda, ça va ressembler à ça, et boum, il te cale, quoi. Je suis pas sûr. Je crois que derrière, il passe des moulinettes et il réinterprète. Il faudrait voir avec le gars qui a fait ça. Mais pour moi, c'était pas du jeu match. Hein. Il y a vraiment un truc qui passe par le compilo derrière. Du coup, j'étais parti faire quoi, moi? Oui, qu'est-ce qui se passe si je fais un petit coup de auto? De auto. De auto. Et que j'appuie sur le bouton. J'ai trop l'habitude de... Voilà. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ben, je n'ai pas appelé la lambda, donc j'ai pas besoin de générer le code du template. C'est bien évident. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si je... Alors T, ça a l'air d'être bien parce que ça bouge pas. Ça c'est bien ça. Voilà, si je fais ça, par exemple... Non, normalement, je devrais... Non, mais sinon, tu peux utiliser le dirac si t'as... je crois qu'en C++17, ils sont dépréciés, donc je peux même pas, en fait, non? C'est pas... Non, mais j'ai des précatés, ils sont pas enlevés. Ah, pardon, bon, ça va. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, il a instancié l'opérateur parenthèse pour ça, il l'a mis là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si maintenant... Voilà. Je mets un autre type. Non, c'est bon. Hop, plop, il m'en met une deuxième. Etc., etc., etc. Vous voyez, il crée mon petit objet là, n, et ensuite il fait n.opérateur parenthèse de ce que je lui ai passé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je le force, parce que j'ai le droit, le moins, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va faire comme si j'avais trouvé tout seul. Parce qu'en fait, je joue en mode difficile. Et bon, j'ai le droit de faire ça. Néanmoins, je peux lui dire, je m'en fous de ce qui se passe, mais moi je veux que tu renvoies un double. Un truc qui ne sert pas, juste ça peut servir. Voilà, et hop, vous voyez. Alors regardez, voilà, si je fasse un double, il renvoie. Si je fasse un int, il fait static class. Bon. Donc, voilà ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de magie noire. Sauf qu'effectivement, le compilo, il ne va pas faire ça comme ça. C'est-à-dire que le fichier, il n'existe jamais. C'est injecté au niveau de la ST. Enfin, c'est fait proprement. Du moins pour GCC et Clang. Mais je pense que Visual Studio font aussi des choses proprement là-dessus. Bah si, parce qu'en fait, c'est eux qui ont poussé à la base pour les lambda pour leur support de parallélisme. Donc je pense qu'ils ont une bonne maîtrise du truc. Donc voilà ce qui va se passer un petit peu. Alors, truc qui est super cool avec C++ Insight, c'est que ok, je vois ce que ça compile, mais qu'est-ce que ça fait une fois que c'est compilé pour de vrai? Il y a le petit bouton Godbolt. Et hop, chop, ça va dans Godbolt. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire CTRL-C, CTRL-V. Et ça vous compile l'assembleur. On y reviendra là-dessus. Bon, ça, c'est le niveau, on va dire, normal. Il y a pas mal de choses déjà qu'on peut faire avec ça. Au-delà de juste herp-derp, j'appelle un algorithme et je mets une lambda. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors, il va y avoir une première partie. Ouais. Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des choses qui reviennent régulièrement et qu'il faut savoir plus ou moins faire avec les lambdas. J'ai classé ça dans un niveau, enfin un gradient de difficulté à peu près croissant. Alors, un truc qui revient souvent, c'est ouais, mais moi ce que je veux, c'est je crée une lambda et j'ai un objet, il faut que je le move dedans, parce que je ne peux pas le copier.
et je ne dois pas le prendre par référence dans ma capture parce que ce n'est pas la bonne sémantique. Alors, je prends un type move only arbitraire, genre unique PTR, ça c'est bien. J'ai un unique PTR et j'aimerais le faire rentrer dans ma lambda. Alors là, l'exemple est bien sûr extrêmement simplifié, mais vous avez des vraies raisons de vouloir faire ça. Bien évidemment, ce truc-là ne va pas marcher parce que la capture par copie fait genre une copie et je n'ai pas le droit de copier unique PTR, donc c'est mort. Ça ne compile pas. Je pourrais le prendre par référence, ça marcherait, mais ça me laisserait l'occasion de faire un truc bête comme, je ne sais pas moi, u.reset en plein milieu, et c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas envie de resetter le truc de l'extérieur. Donc, pendant très longtemps, C++ 11, mais on disait, ben, t'as qu'à faire autrement. Et à partir de C++ 14, avec le renommage de la capture et le fait qu'on puisse les initialiser comme on veut, on va avoir ce genre de truc. On va dire qu'en fait, U de la lambda reçoit le stdmove du U de l'extérieur. Et ça, c'est un pattern qui revient régulièrement. Et c'est assez pratique parce que du coup, on va pouvoir avoir en fait un espèce de pseudo troisième mode de capture. On a le capture par copie, le capture par référence, le capture par move. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, il faut savoir qu'on peut le faire. Et ça rend des services dans certains cas. Bon, ah, ça va, c'est fastoche. Et c'était même l'exemple qui a... C'était l'exemple, ouais. Je crois que c'est le premier truc qu'il y a dans le p-paper. Non. Alors, ces fameuses IIFEs, les immediately invoked function expression en français, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a des fois, j'écris du code, et comme je suis un bon programmeur, je sais que quand j'ai des constantes, il faut les marquer const, parce que voilà. Mais des fois, c'est moins fastoche, parce que j'ai un truc compliqué pour initialiser ma constante, et je ne peux pas juste faire const int v, puis l'initialiser après, parce que genre, v, il est constant. Donc, des fois, on baisse les bras, on pleure du sang, et on est obligé d'enlever notre const et d'écrire ça, ce qui est moche. Et ce que font les IIFE, c'est de pouvoir dire, ben, j'ai une valeur v constante, et voilà comment je l'initialise. Je l'initialise en appelant immédiatement ma lambda, ici, directement, je la crée et je l'appelle direct pour remplir V. Ce qui me permet de mettre des blocs arbitrairement complexes pour initialiser ma valeur. D'accord ? C'est quelque chose qui est plus ou moins pas en voie de disparition, mais qui reste d'être remplacé par cette notion de expression statement aussi, si jamais ça passe, qui est de pouvoir poser une expression et la foutre dans une variable pour l'évaluer plus tard. Mais en gros, ça revient à faire ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça s'utilise aussi des fois dans les constructeurs, parce que vous allez pouvoir, dans la liste d'initialisation d'un membre, mettre un bloc de code arbitrairement complexe qui doit être fait dans l'initialisation, pour des raisons, par exemple, de correction de la construction ou d'exception safety. Et on va pouvoir, comme ça, mettre un bloc de code arbitraire dans l'initialisation d'un membre à la construction. C'est assez trivial. C'est vous posez votre lambda, vous l'appelez tout de suite, d'accord? Et ça fait exactement ce qu'on veut à l'endroit où on veut. Ça, c'est plutôt une bonne stratégie. Et effectivement, on va vouloir avoir tendance à remplacer ce genre de pattern où il y a une séparation physique entre la définition de la variable et son remplissage par quelque chose qui revient, comme pour l'exemple simple, monobloc à un seul endroit, avec V qui redevient constant et qui a toutes les bonnes propriétés qu'on veut. Donc, ouais. En fait, tu as dit que ça pouvait être utilisé au moment d'initialisation de membres d'une classe. Ouais. Mais si tu captures par référence ici, ton truc n'est pas encore construit. Donc, Là, je capture tout ce qui est à l'extérieur parce que j'avais un peu la flemme de capturer. Là, ça capture V. Ouais, il y a copier-coller. Oui, Là, ça capture V. Oui, non, j'ai fait de la merde là. Mais là, C'est return, oui. non, parce que c'est pas possible. Non, c'est return. Non, là. En fait, je pense que ça marche parce que ça tombe en marche, mais non, c'est return, bien évidemment. J'ai fait un copier-coller de gros connard là. Non, ça se casse la gueule. Non, c'est return, excusez-moi, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. En fait, tu peux faire Tu peux faire des size-off et tout. En fait, non, si, tu peux parce que tu as passé le moment où tu sais que c'est const int v égale, donc tu as le droit de le référencer en fait. Mais t'as pas envie. Mais tu devrais pas. Si, tu peux tout à fait faire des size-off pour ton malloc. Ouais, c'est à peu près la seule chose qui doit être acceptable. Void étoile P égale l'adresse de P. Aussi. Non. Non.
Non, voilà, c'est ça. Donc return ici, je corrigerai les slides avant leur propagation. Bon, ça va. C'est pareil, c'est un peu comme le moving lambda, c'est un truc qu'il faut avoir au moins pas le réflexe, mais il faut savoir que ça existe et ça résout des problèmes qui sont parfois assez casse-pieds à résoudre de manière élégante. Et l'acronyme reste en fait, ça fait un moment qu'il traîne et qu'il commence à coller au mur. Oui. Ah, depuis tout le temps, depuis qu'on a des lambdas, je veux dire, ça c'est pas, il n'y a pas de souci, oui, non. Là, pour le coup, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas comme avant où il faut attendre, c'est plus 14. Oui, non. Parce qu'il faut gagner encore un peu d'espace. On doit pouvoir. Il a parlé de RAIFE. C'est un grand malade. Maintenant, j'y pense. Je vois où vous voulez en venir. Alors, ça, c'est un truc qui m'a été remonté sur Twitter par Marcus Verle. C'est un truc qui traînait dans sa codebase et qu'il trouvait rigolo. Alors, disclaimer, oui, on a span, mais ce n'est pas le problème. L'idée, c'est l'idée générale de ce qu'on peut faire. L'idée, c'est que comme les lambdas sont au final des objets comme les autres, ben, on peut faire tout ce qu'on fait avec des objets, comme par exemple les renvoyer depuis une fonction. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai un truc qui dit, j'ai un conteneur random access, vector, et j'ai envie de construire un truc qui me dit, je veux les 3 premiers machins de V. Et je veux pouvoir construire séparément le fait que je veux les 3 premiers, les K premiers, les 10 premiers, et le fait que je l'applique à U, V, W, n'importe quel tableau. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une fonction, ou je fais une lambda, qui prend whatever en paramètre. À l'intérieur d'elle-même, elle génère une autre lambda, qui fait ce qu'il faut, et elle va faire le boulot. Alors qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre un conteneur, une séquence en entrée, elle capture tout ce qu'elle a besoin par copie de l'extérieur, elle prend le début de la séquence, elle fait un truc qui a le même type que S, donc très certainement ici vector, et dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le constructeur de la séquence qui prend 2 itérateurs et qui les recopie, du début jusqu'au début décalé de I, d'accord? Et ça renvoie ce que ça fait. Mais ce truc-là est une lambda, donc ça ne calcule rien pour l'instant. Que fait first? Il prend cette lambda et hop, il vous la renvoie. Donc, ce qui nous permet d'écrire un truc du genre first de 3 de V. C'est pas mal. C'est pas une constref des quel type de S du coup? Non. Bonne question. Non. Non, parce que ton auto, il est qualifié, donc normalement, ça doit être le bon type. Ça doit être std vector. Sinon, dans le doute, std decay de t de deck type de S et ça passe tout le temps. S'il y avait 2 parenthèses ou Ouais. Ça, normalement, ça devrait être bon. Testera. Ça permet aussi de retrouver la purification, Ouais. la preuve fonctionnelle. C'est ça. Vous allez pouvoir écrire des trucs qui vont voilà, pré-mâcher des fonctions, etc. Et effectivement, tu disais dans preuve fonctionnelle? Ouais. C'est ça. Ouais. On va retrouver en fait tous les gros trucs qu'on faisait en TP de Lisp et qu'on n'a jamais écouté parce que le Lisp c'est casse-pied. Donc ça, il y a ça. Donc, bien évidemment, si je voulais faire ça proprement, je renverrais un span, etc. Mais là, l'idée, c'est de dire j'ai une fonction et j'ai le droit de construire une fonction dans une fonction et de renvoyer une fonction de la fonction. Et la contraposée est vraie, mais on a plus l'habitude, parce que les algos de la STL le font, on va aussi pouvoir prendre des fonctions en paramètres de fonction des fonctions, qui pourront aussi renvoyer d'autres fonctions. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aime bien l'histoire d'avoir des trucs qui se chaînent là, avec des parenthèses les unes derrière les autres. Surtout ce qui est intéressant... Pardon? J'aime bien le D. Voilà, vous pourrez me citer là-dessus. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu très bien faire auto sub 3 égale first 3 point virgule, et j'avais ma fonction qui prenait les 3 premiers, et j'aurais pu faire sub 3 de V, sub 3 de W, sub 3 de je sais pas quoi, et j'aurais déjà précalculé ma fonction first 3. Donc là, c'est rigolo aussi. Et alors un truc qui n'existait pas, mais maintenant qui existe, c'est la création de ce qu'on appelle un objet qui représente un overload set. Alors qu'est-ce que c'est qu'un overload set? C'est lorsque vous essayez d'appeler une fonction qui a des surcharges. L'overload set, c'est l'ensemble des fonctions qui vont bien et qui vont potentiellement être considérées dans cette surcharge. Je raccourcis, je caricature, mais c'est l'idée. Alors, il se passe plein de trucs. Alors, j'ai menti, il y a des templates, hein, mais bon, passons. L'idée, c'est que comme les lambda, comme on l'a vu, c'est des objets avec des opérateurs parenthèses. Il y a deux choses. C'est des objets, donc genre, on peut en hériter. Et elles ont des opérateurs, donc genre, on va pouvoir les réutiliser.
Donc l'astuce, c'est de dire, je me fais une structure générique qui prend un nombre variadique de type TS en paramètres, j'hérite de manière linéaire de chacun des types qui me sont passés en paramètres template, j'ai le constructeur qui va bien, je prends tous mes TS et je les colle dans le bon bout, hein, d'accord. Et ça, par contre, c'est du C++17. Je repropage tous les deux points opérateurs parenthèses de chaque TS avec un using variadique. Ça marche. Ça n'a pas marché pendant longtemps sur MSVC. Ah ouais, ça n'a pas marché pendant très longtemps. Et qu'est-ce que je fais? Parce que c'était gratuit et que c'est plus cool pour la suite. Tant que j'y suis, c'est gratos. On jette un petit template deduction guide au milieu, histoire de pouvoir faire overload sans mettre le type des machins. Pourquoi? Parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est le type de tous ces trucs, parce que c'est le type de la lambda. D'accord? Donc j'ai fait ça, on aurait pu faire une fonction template, mais les cetad sont vachement mieux pour faire ça. Et donc là, du coup, qu'est-ce que je crée? Je crée f, qui est un objet qui a à la fois un opérateur parenthèse qui prend int, un qui prend float et un qui prend n'importe quoi de manière template. Lorsque je vais faire f de parenthèse, le truc va choisir le bon et va appeler la bonne variante. Ça, c'est quoi? C'est le grand classique du j'ai besoin de définir un truc qui se comporte comme un visiteur à la volée quelque part, plop, je pose un overload avec tous mes cas et c'est parti. Ce truc-là, c'était tellement pervasif dans les codebases en post C++14 qu'on a std overload qui fait exactement la même chose à partir de C++17. Alors, si vous êtes en C++17, utilisez std overload, sinon c'est 3 lignes. Ou c'est 20? C'est 20? J'ai un bout de code, j'ai un bout de... Il y a pas de gens qui ont fait ça en 17, les variants. Il me semblait que c'était dedans parce qu'il y avait variant en 17. Parce que si on a variant et qu'on n'a pas overload, les mecs ils vont juste s'arracher les yeux. D'accord. Donc je vais redire ce que j'ai dit. En C++20, vous pourrez arrêter de vous crever les yeux et d'écrire ça à la main. Mais voilà, mais c'est assez trivial en fait. Là, ça fait quoi? C'est 5 lignes efficaces? En fait, ouais. Il y avoir une ligne en moins, c'est juste parce qu'en fait, c'est un petit bonus. En CP17, c'est des agrégats qu'on dérive comme ça. Du coup, tu as les constructeurs gratuits. Alors, quand je mets pas le constructeur, ça compile pas sous Clang. Donc j'ai pris sur moi de genre le mettre, comme ça je suis tranquille. Mais non, moi j'étais parti sur la même idée que toi, je ne l'avais pas mis et Clang n'a jamais voulu de mon code, donc je l'ai remis, le constructeur, et puis voilà. Je ne sais pas pourquoi du tout. Donc ça c'est un pattern rigolo, mais quelque part c'est pas très différent de ce qu'on a vu d'avant. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on abuse du fait qu'on sait, et c'est le standard qui le dit, c'est ça qui est important, c'est pas qu'on n'est pas en train d'exploiter le fait qu'on sait que tel et tel compilateur implémente les lambdas de cette manière-là. Le standard dit clairement que quand vous écrivez une lambda, il y a un type qui a certaines propriétés qui est généré et on a le droit de le faire. Ce n'est pas un hack crade. C'est standard. Bon. Alors, ça c'était les trucs, comment dire, c'était les soft drinks. D'accord? Là, on va passer à la vodka orange. Alors, on peut faire des choses un petit peu plus, comment dire, intéressante. Alors c'est pareil, hein, ceux qui n'étaient pas là avant, rigolo, vous voyez ce que ça fait, intéressant c'est un peu au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Par exemple, on peut faire des lambdas récursives. Alors manque de bol, ça ne suffit pas de dire auto f égale une lambda return f de quelque chose, ça ne va pas marcher, on va voir ce que nous dit le compilo. Donc il va falloir tricher. Et la grande solution, comme dans 99% des problèmes d'informatique, c'est YEL, Yet another indirection level. On va juste rajouter un niveau d'indirection. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris ma lambda qui prend deux paramètres, enfin qui prend 1 plus n paramètres. Le premier paramètre, c'est un truc template qu'on va appeler self. Et les autres paramètres, c'est tous les paramètres normaux que vous avez envie de donner à votre lambda. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, je fais un truc qui calcule la suite de Fibonacci. J'appelle self en passant self à self et le reste des paramètres. Donc j'ai mon petit truc récursif. Alors vous remarquez qu'ici je suis obligé de mettre ce flèche dès que le type n, parce que si je mets rien, la déduction automatique de type de retour de la fonction échoue, parce qu'il ne peut pas la calculer, parce qu'il a besoin de savoir ce que renvoie self, pour savoir ce qui se passe ici, et il ne le saura pas tant qu'il ne saura pas ce que c'est self. Et comme self appelle self pour calculer ce qu'il renvoie, vous voyez que le compilo il a du mal. Donc on est gentil avec lui, on l'aide un peu. Et que fait ma vraie lambda? Oui. Sinon, il y avait aussi moyen de changer l'ordre. L'ordre de quoi? If n inférieur à 2, retourne 1. Dans ce cas-là, ça retourne int forcément. Non, il regarde. Je pense qu'il regarde tous les. Il regarde tous les chemins. Et il t'engueule s'il y en a un qui n'est pas le même que l'autre ou s'il ne peut pas.
Source, j'ai passé un quart d'heure ce matin à essayer de le faire marcher sans decl-type et ça juste, ça marchait pas. Mais si tu trouves une astuce, je suis preneur parce que ça me casse les pieds ce truc-là, tu ne peux pas savoir. Du coup, ensuite j'écris ma vraie lambda qui a l'interface naturelle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle fmple en passant fmple à fmple et le reste des paramètres. Alors. Ah non, Lisp c'est casse-pied? Non, ça va, c'est clair. Il y a un truc. Il y a deux choses. Premièrement, je vais refaire le sketch. Tous les langages généralistes qui existent font deux choses. Ils essayent de faire de la programmation objet et ils réimplémentent Lisp de manière incorrecte. C'est la première chose. Lisp est casse-pied parce que les parenthèses, merci, c'est bon, quoi. Voilà. Sinon, derrière, je veux dire, c'est de la programmation fonctionnelle. Je veux dire, Camel le fait très bien, Haskell le fait très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que Lisp, il a le droit de sortir et de sacher une syntaxe. Bon, passons. Je vous ferai un talk un jour sur pourquoi la programmation fonctionnelle, c'est bon, mangez-en, et pourquoi il ne faut pas faire de Lisp, mais passons. Donc, du coup, l'astuce, c'est de passer la lambda à elle-même après qu'on l'ait définie, en gommant le fait qu'on sache qu'est-ce qui se passe ici, en prenant un paramètre template qui est un nom arbitraire, et le compilateur va manger ça. Alors après, il y a une deuxième solution pour régler ce problème, qui est de ne pas faire de lambda récursive, mais bien évidemment, ça serait moins rigolo. Il y a quelques use cases où ça sert d'avoir une lambda récursive. On en verra un tout à l'heure. Mais en général, on va limiter ça. Mais l'astuce est assez intéressante, d'accord? C'est de dire, je vais me repasser moi-même, d'accord? Il y avait des gens qui avaient essayé de faire rentrer des trucs un peu comme letrec en camel, mais genre, c'est juste pas passé. Il y a des gens qui ont essayé de faire en sorte de changer la manière dont les trucs étaient déterminés, mais ça marche pas bien non plus. Donc, pour l'instant, la meilleure façon qu'on a de faire ça, c'est ça. Alors justement, qu'est-ce qu'on a comme use case rigolo? Alors ça, c'est Serge Guelton qui m'a envoyé ça. Donc du coup, je décline toute responsabilité sur la chose. Alors où est-ce qu'elle se cache? Non, non. Ah là, alors je ne sais pas si vous y voyez. Ça zoome ça ou pas? Ouais, Ah. c'est comme Ah oui, c'est vrai. Comme... Là ou là? Ouh! Oula mon Dieu, les deux. Donc voilà un bout de code. Alors, si on avait un peu de temps, je le ferai à la façon comme je fais d'habitude. C'est qu'est-ce que fait ce code? Mais on va donner la réponse et on verra après. J'ai un espèce de visitor qui prend une structure de données qui est un empilement arbitraire de séquences les unes dans les autres. Et moi, ce que je veux faire au final, c'est que quelle que soit l'épaisseur de séquence, j'applique une lambda sur les éléments au fond. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle une lambda qui dit la chose suivante. Visitor prend un opérateur qui est la lambda appelée ici et il fait la chose suivante. Si l'élément qu'on me passe en paramètre est un scalaire, j'applique l'opérateur sur la valeur. Sinon, je refais un for each sur le begin et le end de la valeur en lui passant quoi? Une lambda qui capture self et qui lui repasse le self de self sur l'élément. Et ce truc-là va descendre toutes les épaisseurs de séquence jusqu'à trouver l'endroit où il y a des vraies valeurs et appliquer l'opération qui est passée ici sur ces valeurs-là. Ça fait une espèce de flatten paresseux pour appliquer une lambda. Alors, chose qui est intéressante, et c'est ça qui est un peu intéressant dans cet exemple-là, exactement, c'est que, vous voyez, là, j'ai un array, j'ai un vecteur, j'ai une liste, je pourrais mettre n'importe quoi, on s'en moque, parce qu'en gros, on prend une séquence, dans value, là, et c'est parti. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et au passage, apparition bonus de ifConstExpert, qui nous permet d'avoir un truc qui va swapper automatiquement en fonction du type exact qui lui est passé entre la version scalaire et la version séquentielle, sans poser de problème de compilation, puisqu'à chaque fois, il y en a un des deux qui va disparaître en fonction de la réponse à ce prédicat. On revoit aussi le bon vieux retour de notre decay de t de decl-type de value, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que sinon... Et voilà, là, on a un peu 2-3 trucs en même temps, mais c'est assez intéressant, parce que du coup, on a un peu... On aurait pu expliciter le paramètre template On aurait pu. de value. On aurait pu écrire comme ça. Mais pas de self. Ah non, self, jamais. Oui, donc à partir de là, ça ne servait à rien dans cet exemple-là. Ok. Parce que on peut faire les deux. DJ. C'est parce que c'est les deux Ah oui, c'est les deux, ouais. Oui. C'est les deux aucun. Ah, j'ai envie de te dire... Truc décolle tag de self. Non mais first décolle tag de self. Non, mais je veux dire... Réflexion. Ah, c'est bon. Je veux dire, à la limite, tu fais ça. Hein. Non, parce qu'il y a pas C'est à chaque fois que tu essaies de faire un point virgule, c'est Ouais, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je peux le faire. Voilà. Je veux dire, tu pourrais faire ça. Et donc, du coup, ici, tu mettrais self.
Je vais aller jusqu'au bout de l'humiliation publique, au point où j'en suis. Hein. Voilà, et là on mettrait directement V. Effectivement. Et tout de suite, là on voit que c'est vachement plus mieux en fait. Ouais, il y a un chevron de trop, exact. C'est pas grave, Notepad++, on va pas le copier. Oui, non, mais c'est bon. Donc voilà. Et donc ça, c'est un use case intéressant, la lambda récursive. C'est un des rares qui a du sens parce que je ne sais pas trop comment on pourrait le faire proprement sinon. Et ça reste assez compact quelque part. C'est-à-dire que on comprend ce qui se passe. Le if const expert vend la mèche et on voit tout de suite ce que ça fait. C'est du code qui est assez facilement grokable une fois qu'on a un petit peu les bouts de vocabulaire de base. Donc ça, c'est assez intéressant comme truc. Bon. Alors, on en était où? Donc là, la lambda récursive, c'est pareil, c'est un petit truc, il faut savoir que c'est possible. Il y a cet idiome classique, là, il faut juste passer dessus. Alors, oui. Je vais faire un insight après sur le lambda récursive ou pas? Parce que est-ce que le compilo il génère. On va regarder ce qu'il fait. On va regarder ce qu'il fait. Exactement. On va faire clic. On va faire clic. Et tu voulais peut-être revenir en C'était exactement ce que je voulais. Non, essaye pas de revenir en arrière, ça fait Ah non. Ça fait Je- contrôle V, ça va te fermer ta page. Je vais pas me faire avoir deux fois. Alors, ça c'est Goldbolt, mais c'est pas ça qu'on voulait voir. Enfin, on ira le voir tout à l'heure, mais après. maintenant, ça va pas marcher. Homme de peu de foi. Attends, mais t'as toujours le S là. Alors, il n'a pas voulu là. Alors, il n'a pas voulu, par contre, il a expected body of lambda expression. Bon, on va revenir en mode ça passe. Je pense que c'est un 2A qui n'est pas. Alors, pour la petite histoire, je vais faire mon Walter Brown. Walter Brown, des fois, il raconte sa vie quand il fait des talks. Mon premier stage, quand j'étais petit, j'ai fait un stage sur des... à l'époque, c'était des... Vous savez, pour les plus vieux d'entre vous, on s'en rappelait, ces fabuleux Mac G3 en forme de cube. Vous voyez les trucs. Et c'était la première fois que j'ai touché un clavier Mac. Et j'ai passé 4 heures, le premier jour de stage, à essayer de faire un pipe. C'est pas écrit les pipes, en fait. La collade, ça va. Ou le crochet, hein, vraiment, bref. Ouais. Mais par contre, t'as le scanner qui va falloir retaper. Alors, l'autre truc aussi, de rigolo, avec ces bécanes, vous voyez, comme je meuble vachement bien pendant que je retape du code, c'était DK, on avait dit, hein, c'est que sur les Mac G3 Cube, le... Comment ça s'appelle? Va crever. Copie, il y en a un problème plus bas. Sinon, t'allais dans Notepad++, tu Non, mais je... C'est vrai qu'on peut peut-être rajouter le clavier aussi. Ouais, mais je voyais bien que tu attendais le dernier moment pour proposer cette option, alors... Ah, je me rends. Alors, back. Yes, c'est bon, tu l'as. Bien. Hop, pardon. Alors, l'autre truc rigolo, du coup, avec les Mac Cube, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est que c'était super design, parce que c'est du Apple, bien sûr. Et ça fait un cube, et il y a le bouton d'arrêt qui est dessus. Et il est super plat, et en fait, c'est un truc au contact. Et donc, du coup, j'ai appris très rapidement à sauver à peu près mon travail toutes les 4 minutes, comme mon maître de stage passé, parce qu'il avait tendance à faire « Alors, ça marche ?» Voilà, bref. J'ai meublé comme j'ai pu, maintenant on va essayer d'avoir un truc qui compile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va se passer beaucoup de choses, mais en gros, si on regarde, il y a une première lambda. Alors, souvent, ça, c'est le numéro de la ligne et de la colonne où elle est définie. Donc, ligne 10, ça doit être visitor. Bingo. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Dedans, il y a... j'ai une classe dans ma classe, hein, YoDog, voilà, qui contient la référence vers une autre lambda qui est je sais pas où, mais on verra plus tard parce que c'est une référence. Il y a le if const expert à l'intérieur. Il y a le truc avec la première, vous voyez, avec liste de vecteurs de array, vecteur de array, avec self, avec la valeur qui est un entier, etc., etc., etc. Vous voyez. Il y a toutes les choses qui sont déroulées pour tous les types.
Là, j'ai la deuxième, puis j'ai la troisième lambda, etc., etc., etc. Donc, il y a tous les déroulages. Et ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais la lambda 3019, qui est celle qui fait V égale moins V. Et j'appelle l'opérateur parenthèse de visitor, qui passe tout le pataquès ici. Hop, où est-ce qu'il est? Je l'ai loupé, qui est là. Somme, et puis la lambda. Et qui affiche le truc. Bon. Donc, en fait, il déplique tout, les uns dans les autres. Et quand vous avez une lambda dans une lambda, vous obtenez une classe dans une classe. Il n'y a pas de miracle. Okay. Et en fait, on triche. J'ai le droit de faire ça ici, parce que j'en prends une référence. Je n'ai pas besoin d'avoir autre chose que son nom. D'accord? Oui? En termes de taille de code, là, est-ce que si tu as des CD vecteurs dans un CD vecteur, tu génères une fois le truc qui déroule pour un CD vecteur ou tu l'as à chaque fois? Et tu sais quoi? On va regarder. Je pense qu'il va le faire deux fois, parce que le premier, c'est un vecteur de arrêt, premier type. Et après, j'ai un vecteur de arrêt, deuxième type. Faut que tu replies sur Oui. Tac. Voilà, j'ai vecteur de vecteur. Là, j'ai vecteur de arrêt, arrêt, etc., etc. Donc voilà. Bon. Il fait globalement ce qu'on aurait fait si on y avait réfléchi. Alors, là, avec list, c'est pas super intéressant. Je vais mettre vector. J'avais réussi à faire un truc ce matin, mais c'est un peu plus compliqué. On va tirer au 3, parce que sinon, ça sert à... Non, c'est considéré d'un full par Ouais. Alors, j'avais trouvé tout à l'heure, par hasard. Yes! 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 Voilà, ça compile. Bon, il se passe plein de trucs parce qu'il faut allouer les tableaux, les machins, les turlututu, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne de je sais pas quelle couleur, là. Non, l'autre. Au final, j'ai une jolie boucle qui boucle sur les valeurs du tableau, qui boucle sur le deuxième tableau. Et il s'est aperçu qu'en fait, les entiers, il y en avait 4, donc il fout tout ça dans un registre XMM et c'est parti. Donc il arrive à voir au travers toutes ces couches et à optimiser de manière assez intéressante au final. Bon, fastoche. Après, on peut faire des trucs rigolos. Alors ça, c'est la version C++ 17. Je vous en montrerai une version C++ 20 a posteriori. J'ai envie d'avoir un type dont je veux garantir l'unicité à chaque instantiation. Et tant qu'à faire, je veux lui donner un nom à ce type. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une classe template qui prend des chars 3 petits points en paramètres. Voilà, voilà. Je fais une fonction s underscore qui prend une fonction arbitraire, une index séquence. Donc, index séquence, c'est un truc magique de C++ 14. J'étais en train de réfléchir, mais non. Qui index séquence, c'est index séquence de 0, 1, 2, 3, n, enfin des valeurs, ce que vous voulez. Et en gros, ça vous donne un contexte variadique pour compter de 0 à n. Et qu'est-ce que je fais? Je crée quelque chose qui est quoi ici? Qui est, j'appelle ma fonction f sur chacun des grands i, 3 petits points, à l'intérieur des chevrons. Chose rigolote, ça veut dire que j'ai le droit de passer un objet qui se comporte comme une fonction, et que si cette fonction est constexpert, malgré le fait que je l'ai passé comme ça, j'ai le droit d'appeler f en plein milieu de mon paramètre template. Ça, c'est fun. Et donc, du coup, j'ai besoin d'une petite macro, qui est celle-là, qui dit que j'appelle s en passant une lambda qui renvoie le ième élément de x, qui est mon paramètre de macro. Et comment on génère des index séquences? On passe par make index séquence qui prend un entier. Et quand vous lui passez 4, ça génère index séquence de 0, 1, 2, 3. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un make index séquence de 0, 1, 2, 3, n, n étant size of de x. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? AutoS égale str de fou, ça vous génère une instance de la classe grand S qui est de type s de f, o, o, slash 0. Si je faisais auto de q égale str de, entre guillemets, truc muche chose, j'aurais un autre type, etc., etc., etc. Alors, que fait le compilo? C'est assez rigolo. Alors, ce qu'il fait le compilo, c'est qu'il essaye déjà de se rappeler où il a rangé l'exemple. À savoir, pas ici. Dites-moi que je l'ai rangé quelque part. Ah, mais il est là. Pourquoi c'est l'exemple 2? Je ne sais pas, je le saurai un jour. CTRL C, c'est bon. C, c'est bon. C, tu as le droit. Alors, on va pas là, on va là. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est Björn Feller qui nous a passé ça. Donc au début, ça va, et regardez, voilà, qu'est-ce qu'il génère? Il génère une instance de S de 102, 111, 111, 0. 102, ça doit être F. Je ne vais pas vérifier, mais je fais confiance.
Vous voyez, là, il déroule. Et vous voyez, là, j'ai l'appel de la lambda en plein milieu de mon paramètre template. Et tout ça, ça se passe normal. Et voilà, ce que j'ai dans ma lambda, c'est foo de crochet i. D'accord? Directement. Et donc, du coup, ça va énumérer ça. Alors, il y a une autre manière de faire ça en C++ 20. En C++ 20, on a gagné autre chose, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que j'ai le droit d'appeler des lambdas dans des contextes non évalués. Ouais, c'est à peu près ce qui... Alors, moi, je l'ai dit 2 fois quand j'ai lu la propale, mais c'était l'idée. Du coup, on peut écrire une cochonnerie comme ça, qui consiste à dire que je vais faire une macro aussi parce que ça aide. Alors ça, c'est facile. Je vais faire ID. Alors, la macro ID, elle fait quelque chose de vachement intéressant. Je peux le faire. Ou pas. Comment j'avais fait crochet tout à l'heure? Il y avait un truc. CTRL-C, CTRL-V. Hein. On avait dit. Hein. Je vois qu'il y en a qui... Hein. Les Allemands, ils appellent ça du Schadenfreude, hein, vous savez. Alors, je vais faire le deck le type de truc. Tac. Qui fait rien, du coup. Alors, qui fait rien? Comment je fais pour faire rien? CTRL-C. La la la. Ben, c'est CTRL-C, CTRL-V, le tableau de caractères, et c'est parti. Hein. Je fais ça, et du coup, je peux faire ça. Non, je peux faire ça mieux. Ah, je l'avais trouvé tout à l'heure. Voilà. La 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 la. Donc par défaut, ID, c'est ID. La macro, pas la petite fille, mais voilà. À passer 22 heures, j'ai droit. Hein. Hop, point virgule. Non, point virgule. L'autre point virgule. Si t'as compris, c'est voilà. un décodage, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Chaque lambda a un type différent, même si elle a le même code. Donc, du coup, je peux faire ça. Alors, j'ai le droit de faire ça. Alors, évidemment, il s'agit pas de... Alors, comment ça marche? S, c'est une fonction, c'est une structure template. À partir de C++ 20, ben, j'ai le droit de 17 en fait. Je dis des bêtises. Je les mets pas. Je peux ne pas mettre le chevron. D'accord? Parce qu'il y a un paramètre par défaut, donc il se débrouille tout seul. Alors, ce qui est rigolo, c'est que SX, il a un certain type. Oh mon Dieu! Il faut que je fasse un dièse include. Je vais mourir. Alors, je vais faire ça comme un gros cochon, hein, mais là là là. Je vais aller chercher mon petit ami TypeInfo. TypeInfo, c'est le truc, on sait que ça existe, mais on n'a jamais envie de l'utiliser. Et je vais faire un truc rigolo, c'est que je vais le forcer à compiler le nom de X dans le binaire. Compile avec FORTTI. Alors là, c'est juste histoire d'avoir le... Autrement, tu pourrais peut-être le mettre dans le monde et avoir la ST. Ah, maintenant, on va faire un truc. Ça, non. Clang. Clang Trunk, je ne sais pas s'il a tout ce qu'il faut. On va voir, on va voir. Sinon, je me débrouillerai autrement. Oh là, il y a du monde là. Clang Trunk, qu'est-ce qu'il veut pas? Bon, tant pis. On va faire ça à l'ancienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un problème, j'ai une structure template, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est parce que ça ne compile pas. Introducing je vais forcer le gars à me dire ce qui se passe. Voilà, et on fait. Je l'ai fait tout à l'heure, je peux le refaire. Question, quel est le type de X? Le type de X, c'est, va mourir. C'est le type de X. Le type de X. Alors ça compile pas. Déclaration does not declare anything. Ah oui, c'est pas faux ça. Voilà. S de lambda. Super. Merci, Capitaine Obvious. Mais du coup, je vais en faire une deuxième variable de type S bizarre là. Alors astuce pour print. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est le machin? Il est là.
Non. Ah, j'ai tout bouffé là quand même. Ouais, ce truc horrible. Also known as point. Voilà, point. Et j'y suis arrivé du premier coup. Je sais pas, j'ai fait de la merde, j'ai vu, ouais. Je gère. Ah oui, oh, qu'est-ce que j'ai branlé là? J'ai mangé du foin. Là. Hop là. De lambda. Maintenant la question c'est est-ce que X et Y ont le même type? Alors oui, non, oui. J'entends si. Oups. Tac. Alors, la lambda est différente à chaque fois, comme dirait l'autre. Je suis pas sûr. Mais s'il est intelligent, il sait que les deux font la même. Non. C'est marqué, c'est différent à chaque fois. Ah. Le problème, c'est la même ligne en fait. Quelle même ligne? En fait, là, S, c'est le même paramètre. Donc, Non. Ah, c'est pas le. Il réévalue la part des fois. En fait, je sais pas, c'est. Concentration intense. Certainement parce qu'il faut que je tape plus de 2 caractères simultanément qui ne sont pas sur les mêmes touches. S. Sinon, il y a X égal. Je vais pleurer du sang. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mais merci bon Dieu. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il me dit que c'est bon. Là, c'est le même. Ah, c'est le même, intéressant. Par contre, en 2 Mais TU, c'est c'est pas pas, juste le même. c'est pas justement parce que tu as mis la construction par défaut avec le template. Donc, en fait, il prend le même paramètre. Alors, voyons voir. Si tu construis 2 fois avec les brackets, je crois que ça marche. Ouais, là ça va être. Voilà, là, ça marche. Voilà. C'est l'instanciation de la macro qui est. Donc là, c'est pas le même. Là, c'est bon. Voilà. Donc la valeur par défaut est évaluée. La valeur par défaut, elle évalue une fois. Je m'étais fait avoir déjà. Ça m'avait sorti d'esprit. Donc, le truc rigolo, c'est que je peux avoir un truc qui a le même type. Ça a le même type, mais ça n'a pas le même type. Du coup, ça c'est pas mal parce que ça nous permet de faire cette histoire de j'ai besoin de, comment dire, pas de numéroter, mais de taguer mes instantiations de type template en fonction de leur instantiation. C'est plutôt intéressant. Alors, ça c'était OK. Là, je vais passer très rapidement sans rentrer dans les détails, mais juste vous donner un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous prenez le tournevis et puis voilà, on enfonce un petit peu dans les côtes. Alors, un truc que j'ai piqué à Vittorio Romero, parce que si vous trouvez que je fais des trucs dégueulasses, vous irez voir son blog, c'est pas mieux, sur les itérations statiques, chose qui va devenir obsolète avec les expandable statements là, mais en attendant, voilà ce qu'on pourra faire. Et un truc sur lequel je suis tombé en me faisant mal, parce que j'avais besoin d'avoir un truc qui associe une valeur à un type d'une autre valeur, et je ne trouvais rien de bien intéressant à part faire des tuples avec des métafonctions dedans, mais c'était bof. En fait, on va s'apercevoir que les lambdas, c'est le meilleur véhicule pour implémenter un tuple. Ce qui paraît logique. C'était ironique. Alors, que nous dit non, ça c'est Serge, on l'a déjà vu. Que nous dit Vittorio? Vittorio, il nous dit, on peut faire un truc assez simple, qui est de dire, je fais une fonction forTypes qui prend une liste variadique de types et le type d'une fonction arbitraire, f. Je vais zoomer un poil de plus. Là. Ah oui. Et j'ai mis le lien vers le blog post où il parle de ça, mais c'est rigolo. Et qu'est-ce que je fais? Je prends f et j'appelle manuellement son opérateur parenthèse avec un paramètre template. Alors vous apprécierez le voilà, opérateur parenthèse de chevron de parenthèse. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur la guerre du Vietnam, comme dirait l'autre. Et ça va appeler f pour tous les types TS avec le 3 petits points qui va faire une fold expression sur virgule. Et du coup, je peux faire ça. Quelle est la taille d'un truc où il y aurait un int, un char, un double envoyé d'étoiles? J'appelle ça avec sizeof. Sizeof, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, là, c'est des parenthèses. Je vais corriger tout de suite. C'est le truc qui dit je prends ma liste de types et j'appelle forTypes de tous mes types et je lui passe la lambda qui fait la somme des sizeof des t. Et le t, je le récupère parce que ma lambda a un paramètre template.
Ah non, il n'y a pas besoin de... Oui, c'est bon, pardon. Voilà. Donc j'itère sur ma liste de types. Bon, fine. Mais on peut faire quelque chose de plus rigolo, c'est qu'on va pouvoir itérer pareil sur une liste de variables constantes. Alors j'ai toujours mon for values de tout à l'heure, et je me fais un for range. For range, ben, ça va aller de moins 5 à 5, et ça va itérer moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, moins 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chacune de ces valeurs numériques, je vais appeler ma lambda ici, qui affiche le numéro. Et après, qu'est-ce que c'est ici? Bon, c'est un petit peu de plomberie. Je récupère le moins 5 et 5 via un paramètre template de type automatique. Donc ça va très certainement se transformer en unSynedInt. Je calcule combien j'en ai. Je fais un petit truc qui va de B à E en sautant par un pas. Je régénère une integer sequence du nombre total de mes paramètres. Et j'appelle le truc sur ma makeInteger sequence. Et ce truc-là va prendre tous les types possibles entre integer constante de moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, les passer au gugus du dessus et appeler la méthode avec. Et du coup, ce truc-là, c'est une manière un petit peu compliquée d'afficher moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, bien évidemment. Mais ça... Hein? C'est un relais. Et en fait, si, tu peux l'avoir parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la valeur. Et c'est une constante. Oui, c'est une constante, mais oui, tu peux en faire un truc purement runtime. Là, ici, j'affiche. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un truc qui est assez compact aussi. Et for value, c'est 3 lignes. Ça se range dans un point H et ça s'oublie. Pareil pour for range. C'est assez intéressant. Chose rigolote, je n'ai pas mis l'exemple ici. Vous pourriez appeler un for range avec une lambda qui contient un for range. Si vous faites un range 2D. Et, truc rigolo, la valeur du x ici, vous allez pouvoir la reporter à l'intérieur du deuxième for range à l'intérieur. Et ça va se chaîner naturellement. C'est assez rigolo. Bon. Alors arrive après le truc un peu... J'ai dit rigolo 2 fois, il faut faire attention. En gros, c'est des tables de multiplication. C'est ça, déroulé. Alors, on va partir du form, parce que si je montre le début, ça va être moche. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de faire un truc qui me dit, j'ai besoin de faire ce que j'appelle une type map. C'est quelque chose qui associe à une valeur une autre valeur. Et je vais aller chercher la deuxième valeur en passant quelque chose qui dépend du type de la première. C'est-à-dire que j'ai besoin de sortir le machin qui s'appelle x de u plus tard. Et j'ai envie de faire ça de manière efficace. Donc j'ai envie que la récupération de ma valeur cachée dans mon type map se fasse statiquement. Et j'ai envie qu'elle se fasse, entre guillemets, comme ça, et aussi être capable de renvoyer des références vers le contenu de u. Alors, bon, on passe par plusieurs étapes. Première chose, on reconnaît ce truc-là, ça ressemble à quoi? Ça, c'est overload. D'accord? Je l'ai appelé autrement parce que ce n'est pas une surcharge de fonction qu'on fait, c'est une agrégation de bindings. Donc, je prends tous mes trucs, je repropage sous leur opérateur parenthèse, et je fais un petit truc supplémentaire, c'est que si j'ai un cas particulier qui est que si je suis passé dans aucun de ceux-là, je tombe dans celui-là et je renvoie directement le truc qu'on va passer. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai mon setAd pour aggregate bindings et j'ai ma fonction bind. Bind, elle prend une valeur, alors soit de manière constante, enfin référence constante ou référence non constante, et elle prend un type de clé et elle renvoie une lambda qui dit je capture V par valeur ici et ici par référence. Et j'attends de prendre une box de key en paramètre et je renverrai la valeur. Alors, quand je la prends par valeur constante, je la copie. J'aurais pu aussi la prendre par référence, elle aurait été constante. Et quand je la prends par référence, je suis obligé de dire que le retour de ma lambda, c'est dès que le type auto, parce que je veux que le V sorte avec sa référence. Parce que je veux pouvoir attaquer V à l'intérieur de la lambda. Et c'est bind, c'est ça que je vais agréger dans mon type map en fait. Pourquoi? Parce que agréger des ensembles de fonctions qui prennent des box de t pour des t différents et qui renvoient des valeurs différentes en fonction du type de leurs paramètres, et c'est exactement ce que je veux. Je vais prendre un truc d'un certain type, je vais tomber dans un des opérateurs parenthèses qui correspond et j'aurai la valeur associée. Et j'aurai ça en haut de 1. Alors, si je mets deux valeurs de même type dedans, ça plante à la compile, donc je sais que je me suis trompé. C'est exactement ce qu'on veut. Donc ensuite, j'ai une petite boîte à outils. J'ai un truc que j'appelle vart, qui prend un truc numéroté ici, mais j'aurais pu remettre le machin chelou là, de tout à l'heure avec le ID. C'est juste pour avoir des types différents en fonction de ce que je vais mettre dans ma variable. Alors j'en fais 3, x, y, z. Et leur opérateur égal, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie le bind de leur type avec la valeur qu'on leur passe en paramètre. OK.
que fait TypeMap? TypeMap, c'est un petit type qui prend un type arbitraire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et j'ai un opérateur crochet qui dit, eh bien, je vais faire parenthèse sur le truc que je contiens en lui passant le box du type de la valeur que je lui passe en paramètre. Ce parenthèse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'opérateur parenthèse de mon aggregate bindings. Le truc de tout à l'heure qui va me faire le choix en fonction du type vers la valeur. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'ai déjà mal au crâne. Il est tard. Ça, c'est Fred qui m'a mis en deuxième partie. Il faut voir avec lui. Et que fait MakeTypeMap? En fait, c'est juste un wrapper, histoire que tout ça, ça se fasse de manière propre. Je prends un tas de trucs et qu'est-ce que je fais? Je bind tous ces trucs dans un aggregate binding. C'est le type que je passe à TypeMap et je construis ma TypeMap à partir du aggregate bindings que je viens de construire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce MakeTypeMap va me construire un objet TypeMap qui contient en paramètre un objet qui est l'aggregate de ces deux trucs-là. Ça et ça, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie un bind, qui est cette fameuse lambda qui associe à x la valeur de t et à y la valeur de test. Ça met tout ça dans la boîte et ça me rend dans ma boîte. Du coup, je peux faire u crochet ces trucs-là et je vais retrouver. Je vais pouvoir, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai besoin d'une UL value, référence, donc ça va passer par le bon truc qui est ici. Ça va me ressortir la valeur de U qui est dans un truc qui est stocké proprement. De l'autre côté, je peux aussi récupérer les infos. Et ce qui est rigolo, c'est que si je compile ce truc, alors déjà ça compile, parce que ça c'était pas gagné, c'était l'autre bouton, Robert. Et ce qui est intéressant, c'est que ça compile en 17. Ça pourrait compiler en 20 parce que bon, je pourrais mettre des trucs template à 2-3 endroits, mais ça compile en 17. Et voilà le code résultant. Donc c'est quoi? C'est 96 plus la valeur ASCII de T ou de E, je ne sais plus ce que j'ai calculé. Et ça ne me génère rien. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi j'ai le cas à la noix où quand je passe un truc qui n'existe pas, je renvoie la clé? Que du coup, ça me permet d'avoir une manière assez simple de vérifier que j'ai bien extrait quelque chose qui existait dans ma TypeMap. C'est que je pourrais me faire un isContains. Il prend la clé, je l'extrais, et si le type de la sortie, c'est le type de la clé, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Ce qui est un truc assez facile à implémenter et qui ne coûte rien au runtime. Je saurais statiquement si oui ou zut, je suis allé pêcher quelque chose dedans qui n'existait pas. Alors, pour finir vite, ce truc-là, j'ai fait 2-3 tests. Ça compile en temps quasiment linéaire jusqu'à à peu près 380 morceaux dedans. Et après, ça commence à monter. Donc, ça compile plus vite que tuple. Et bien évidemment, le lecteur avisé s'apercevra que si je dis que les objets à qui j'associe mes valeurs, c'est des trucs du type std intégrale constante de n, et qui énuméreraient 0, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'au lieu de faire crochet, je fais get de i pour aller chercher le type, la valeur associée au type intégrale constante de i, ben j'ai tuple. D'accord. Et j'ai un tuple qui compile relativement vite. Alors, je me suis quand même posé la question lorsque ce truc est tombé dans mon assiette, qui était de dire, ça me paraît bizarre que je sois le premier à y penser. Donc j'ai demandé à Odin Holmes et à Louis Dion, et Odin m'a effectivement confirmé qu'ils avaient un système similaire dans leur implémentation de leur bibliothèque de métaprogrammation, sauf que eux, c'était purement au niveau des types, mais que c'était exactement cette idée. Et donc l'idée, c'est de dire que tous les objets qui associent des valeurs ou des types à des valeurs ou des types, ce n'est ni plus ni moins qu'un agrégat de fonctions qui font ça, et qu'avoir un agrégat de fonctions, c'est empiler des lambdas dans une boîte. Et il y a énormément de problèmes qu'on peut résoudre de cette manière-là, c'est assez rigolo. Ce truc-là, typiquement, ça ressemble à quoi aussi? Ça ressemble à, comment ça s'appelle là, les fameux paramètres de fonctions avec des noms. Sauf qu'en gros, je l'ai fait sans avoir à passer le langage chez le boucher. Parce qu'en gros, vous faites une fonction qui attend un type map de t, et c'est terminé. Et vous faites un crochet, le nom de l'argument à l'intérieur, et ça fonctionne. Bon, pour conclure, parce que sinon tout le monde va crever. Déjà que... Donc, on peut faire des choses assez intéressantes avec ces lambdas. Le truc, c'est qu'on a de plus en plus d'outils pour faire des choses rigolotes. Je n'ai pas retrouvé la keynote où Bjarne en parlait, mais en gros, Bjarne, il n'était pas super content que par erreur, les templates soient Turing complets. Et en fait, il était revenu sur ça en disant qu'en fait, ça, c'était pas très grave comparé au truc abominable qu'on allait pouvoir faire avec les lambda variadiques et templates. Et en fait, il n'a pas tort.
Alors, vous voyez, j'ai aussi joué plusieurs fois avec 3 petits points. Et en gros, les lambda, 3 petits points, les trucs avec des templates qui déroulent les trucs, c'est les meilleurs amis du monde. Et ça se combine assez bien. Alors, juste pour terminer, je vais crever. Voilà, juste pour conclure, dire un grand merci à tous les gens qui m'ont banané des machins un petit peu rigolos. Pour aller voir leur handle Twitter, et vous verrez qu'en fait, ils font ça aussi régulièrement. Spéciale mention pour UB Sanitizer, qui a une très bonne bibliothèque de manipulation des types et de gestion des trucs comme ça, qui est assez intéressante. Donc voilà, et merci d'être resté éveillé jusqu'à cette heure tardive, et à une prochaine fois. Bonsoir, on va faire comme ça.